Si tu as une pauvre image de toi, si tu as une pauvre identité, eh bien, tu auras des pauvres résultats. Au début, ça te convient, ton cerveau commence à s'atrophier, tu es dans l'hypnose collective. Je me rappelle de Camille, lui comptait les jours qui lui restaient. Est-ce que je vais finir comme lui? Je dis non, je pars. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré le 29 mars. En juillet, je faisais 10 fois mon salaire. Alors là, ton cerveau, il change. Là. Bonjour à tous, Aurélien Cuvos, votre coach business qui vous accompagne dans la liberté financière à travers votre marque e-commerce pérenne et rentable. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, on va accueillir un invité de marque. Si tu te demandes si ton mentor que tu suis à travers les vidéos YouTube, à travers les séminaires, etc., n'ont pas connu de moments de doute, de moments d'échec, où ils n'ont pas non plus connu les mêmes barrières limitantes que tu peux traverser en ce moment, laisse-moi te dire que tu te trompes. Tu verras à la fin de cette vidéo-là que même les personnes qui ont rencontré le plus de succès ont eu aussi traversé peut-être les mêmes barrières limitantes que tu peux même traverser en ce moment même. Les mêmes croyances, je te rassure, toutes ces barrières limitantes ou ces croyances ne sont pas définitives. On peut même les transformer en abondance. C'est la question du jour. Et pour cela, je vais introduire mon invité. Bonjour Roger. Bonjour Aurélien, c'est un plaisir de te retrouver, de t'accueillir ici. Plaisir partagé, merci de m'avoir accueilli ici. Bon, je te serre pas la main, mais je te check. Covid. Yes. Covid oblige. Covid-19, 21 maintenant presque. C'est ça. Pour les quelques personnes qui habitent dans une grotte et qui ne connaissent pas Roger Lannoy, c'est un entrepreneur, conférencier, coach international depuis 1996. Donc je crois que tu as fait plus de 5 millions de vues sur YouTube. Tu as déjà accompagné plus de 250 000 personnes à travers tes programmes, tes séminaires, etc. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et en plus, généralement, tu vas accompagner ces personnes pour leur donner l'impulsion nécessaire pour qu'ils ont ce déclic et qu'ils s'améliorent dans tous leurs aspects de la vie. Tu me dis si je me trompe, mais est-ce que j'ai bien résumé la marque Roger Lannoy? Tout à fait. Bon, juste pour les chiffres, je ne sais pas les chiffres, mais enfin, je sais qu'on a passé les 10 millions, c'est pour ça. Ah, là, ça marche, ok. Bon, peu importe, 10 millions, c'est facile pour moi de dire 10 millions, c'est comme 10 millions de Belges, tu vois, c'est facile vu que je suis belge. Oui, bon, moi, ça fait maintenant depuis 96, 96. Parce que je suppose que tu as aussi un public belge ou suisse. Depuis 96-96 que j'ai le privilège de motiver les gens, de les stimuler, que ce soit monsieur, madame, tout le monde, mais aussi les chefs d'entreprise. Et pour ça, j'ai fait des séminaires live et je profite maintenant parce que because Covid, on a, pas depuis un an ou deux, mais depuis 2010, des programmes vidéo qu'on peut faire chez soi qui sont vraiment très, très performants. Ok, super. Alors maintenant, moi, j'aimerais qu'on parle un peu plus de la personne de Roger et pas forcément la marque Roger Lannoy. Oui. Et pour ça, je vais te demander de faire un petit bond dans le passé. Donc, retourner à l'époque où tu étais en bac pro et tu travaillais sur le chantier avec ton père. Bon, ok, ça fait un grand bond dans le passé. Ça fait un fameux, comme tu dis. Mais du coup, en fait, tout ça pour dire qu'au finalement, ta vie, elle commence comme Monsieur Tout-le-Monde finalement. Plus que Monsieur Tout-le-Monde, parce que comme tu dis, bon, ce que tu appelles en France bac pro, moi je suivais des études techniques, parce que je bossais aussi avec mon père pendant les vacances, il n'y a pas une grande entreprise, hein. Il bossait dans le bâtiment et c'est lui qui faisait tout. Okay. Il avait deux, trois gars avec lui. Et quand c'était les périodes de vacances, même de week-end, j'étais le premier à aller donner un coup de main. Et mon père voulait à l'époque que j'apprenne l'électricité, parce que c'était le seul truc qu'il ne savait pas faire dans une construction. Donc j'ai été la manœuvre gratuite destiné à suivre ce que tu appelles en France le bac pro, à faire des études d'électricien, technicien, voilà. Et au final, ça n'a pas forcément marché ou? L'école, c'était pas trop mon truc. C'est pas ce que tu voulais faire, le chantier, etc. C'est pas forcément là où tu te retrouvais en fait.
Pas du tout. Et bon, si tu veux, pour moi, c'était même ça. Bon, on n'aura peut-être pas parlé de ça aujourd'hui, mais l'importance des croyances. Tu vois, mon père m'avait créé, comme lui et peut-être du sien aussi, hein, je ne jette surtout pas la pierre, tu dois travailler dur. Si tu ne travailles pas à l'école, ben, tu vas venir travailler avec moi. Tu vois un peu, c'était pas vraiment le contexte le plus motivant. Et indirectement aussi, travailler dans le bâtiment, c'est dur. Surtout 30-40 ans en arrière, quand tu bossais dans le bâtiment, tu n'avais pas tout le matériel qu'il y a maintenant. Là, c'était tout à la main, à l'échelle et à la pelle, tu vois. Ça n'avait rien à voir avec ce qui se fait maintenant, alors que c'est encore dur maintenant. Alors tu peux imaginer avant, et pour moi, c'était plus, entre guillemets, une punition qu'une récompense. Et moi, mon rêve eût été à l'époque, parfois je parle bien français, tu vois. Mon rêve eût été à l'époque de faire plus une école de commerce. Bon, apprendre le business, le commerce à l'école. Mais bon, d'abord, tu n'avais pas toute cette palette qui existe aujourd'hui. Soit tu allais en médecine, soit tu allais en mathématiques, soit tu allais en technique. Donc, tu n'avais pas, ou encore éventuellement littéraire. Donc, ça se limitait à pas grand-chose. Donc, je me suis retrouvé là en bac pro avec une seule idée. C'est de dégager au plus vite, tu vois. Ok, donc en fait, ouais, donc ta vie, elle commence comme Monsieur Tout-le-Monde et pire, parce que tu te trompes d'orientation, parce que c'est pas vraiment là où tu t'épanouis, c'est pas vraiment là où tu veux aller. Et ensuite, entre guillemets, tu rentres un peu plus dans le moule, un travail qui rentre un peu plus dans le moule d'aujourd'hui. Tu deviens banquier, en tout cas tu travailles dans une banque. Je travaille dans une banque, je travaille dans une Je ne travaillais pas à la Rothschild, je te rassure. Si tu es à la Rothschild, tu peux devenir président, mais je n'étais pas à la Rothschild. Ok, mais en tout cas, je suppose que ça rémunérait mieux. C'est pas que ça rémunérait mieux. Si tu veux, quand j'ai fini à 18 ans, le bac que j'ai pas eu, je l'ai loupé. Mes parents voulaient que je continue, que je devienne ingénieur. Maintenant, moi je me dis 5 ans encore à l'école. It's not for me. C'est pas pour moi. À l'époque, je travaillais, je donne un coup de main à un oncle qui était dans le bâtiment aussi, mais lui, il était dans les carrelages. Je préfère avec lui parce qu'il était un amateur de foot. Donc avec lui, j'avais des sujets de conversation, alors que mon père était plutôt pas du tout pour le sport, tu vois. Lui, son sport, c'était de bosser. Je faisais des petits boulots pour gagner un peu d'argent, tu vois. Parce que bon, à l'époque, tu n'avais pas le chômage comme maintenant et tout le truc, donc tu te démerdes. J'avais juste 18 ans. Et puis, ça a duré pendant quand même jusqu'au mois de février-mars, où là, grâce à un piston, il faut dire la réalité des choses, des fois, ça peut ça aide évidemment, grâce à un piston, parce que j'avais aucun diplôme, j'ai pu passer un examen d'entrée dans une banque et la Banque Générale en Belgique. Et j'ai réussi j'étais motivé, donc j'ai mis tout ce que j'avais pour pouvoir réussir cet examen. Ma chance aussi, c'est que c'était à Bruxelles, mais j'étais destiné à bosser en province. Parce que comme je ne parlais pas flamand, je ne l'avais pas appris à l'école. À Bruxelles, tu dois être bilingue. Donc là, j'aurais été directement éjecté. Je n'aurais même pas été plus loin que de passer le premier test. Et bon, comme c'était en province, j'ai fait les tests en français, ce qui était aussi pour moi un gros avantage. Et je suis rentré à la banque. Ce qui a surtout changé, et là, j'en parle beaucoup dans mes programmes, déjà, c'est l'identité. Indirectement, au lieu de te retrouver avec une salopette, comme on dit chez nous, un bleu de travail, pour aller, ou un jeans et un pull pour aller bosser dans le bâtiment, mais là, tu as un costard, même si c'est un costard qui vient de CA ou d'H&M, tu vois, pas forcément the costard, mais tu as un costard, une chemise, une cravate, et bon, tu te sens quelqu'un. Ouais. Tu te sens une identité. Tes potes, comme tu m'as dit, ils t'appellent le banquier est là. Bon, le banquier... Bon, c'est vrai qu'on gagnait un peu mieux sa vie que ceux qui bossaient, parce qu'on avait quand même pas mal d'avantages à la banque. On gagnait un peu mieux, on avait des commissions quand on vendait les produits de la banque, tu vois. D'accord, tu restes vendeur. Voilà, bon, vendeur, après, oui. Moi, ma question où je voulais en venir, c'est surtout, nous en France, on appelle ça un CDI, je ne sais pas si en Belgique, un CDI, donc c'est un contrat à durée indéterminée. Ouais, moi c'était à durée déterminée, c'est jusqu'à la fin de ta carrière. Ok. Ouais, bon, tu l'appelles comme tu veux. Donc en France, c'est plus... Tu démarres à 20 ans, il y a 65 ans, tu sais que tu es encore là. Mais tu auras eu des médailles entre-temps, tu auras peut-être eu une médaille, une montre ou une connerie. C'est ça, et en fait, dans la croyance publique,
bah, en fait, ce fameux CDI, c'est un saint Graal. Et du coup, moi, ma question, c'était comment tu te ressentais, dans quel sentiment bah, ça te traversait quand tu as signé ce CDI, en fait. CDI, oui, contrat durée, c'était CDD, un contrat à vie, c'était un CDV, un contrat à vie ou CAV, t'appelles comme tu veux, un contrat à vie. Bon, tu rentres là-bas, tu dis Alléluia, t'es tout content, t'as les parents autour de toi qui te disent ça y est, mon fils fait quelque chose. il est casé. C'était le truc, tu vois, il fallait être casé dans une case. Ça. Tu vois, il est casé, comme il était le plus grand, et puis que tu entends tes parents autour de toi, on est content. Je disais ça en wallon, mais enfin, je dois le lire en français. On est scapé, comme on dit en wallon, on est échappé, si tu veux traduire. Okay. Le plus grand est casé. Alors bon, toi, tu es là, tu te dis, putain, je suis casé là maintenant. Ce que 65 ans, bon, au début, tu es content, tu te dis, oh, ça va, tu es content, tu as un job agréable. Ça change de travailler dans la pluie, dans le froid, avec à faire du mortier, à porter des briques sur les échelles et tout le truc. Ça change, tu vois. Ça. Et bon, au début, tu es content. Et après un an ou deux, tu commences ton cerveau, il est complètement atrophié. Tu penses plus trop. Tu penses juste, vivement 65 ans, bon, on va à ma retraite. C'est ça, en fait, moi, c'est ce que j'appelle ça. C'est un des pièges, un des stratagèmes. Pour te rester un peu dans la rat race. Je ne sais pas si tu aussi la rat race, je connais bien, Kiyosaki. C'est ça. Et en fait, un des stratagèmes pour rester, que tu restes toi dans le moule et que tu restes dans la rat race, bah, c'est les fiches de paie. Et du coup, tous les mois, tu reçois ta fiche de paie, tu as ton virement qui se fait automatiquement. Là, sur la banque, c'était sur ton compte bancaire. Voilà. Et à la même banque, hein, c'était pas un compte dans une autre banque, c'était dans la banque où tu travailles. Tout est au même endroit. Voilà. Tu travailles, l'argent est au même endroit, l'argent numérique. Bon, bref, je me rappelle encore du numéro de compte que j'avais à l'époque, tu vois, pour te dire. Et tu reçois le premier du mois, tu as une enveloppe. C'est ça. Avec les traits de compte. Bon, quand c'est un mois normal, tu as juste ton salaire. Tous les trimestres, tu as des primes selon les ventes que l'agence a faites. Pour te stimuler un petit peu. Voilà, pour toi, tu restes là, tu es content. Vente les conneries de la banque, parce que c'est souvent des conneries qu'on te fait vendre. Mais bon, tu vends les conneries de la banque. Tu as le 13e mois, au mois de décembre, alléluia, parce que tu as ton 13e mois avec. Et au mois de mai, en Belgique, je ne sais pas en France comment ça se passe, et au mois de mai, tu reçois tes congés payés, qu'ils appellent ça. C'est-à-dire que tu reçois encore l'équivalent d'un mois en plus. Donc, c'est exactement pareil en France. C'est nous, au mois de juin, je crois le 1er juin, on débloque 5 semaines de congés. Comme ça, tu as 5 semaines à poser. Mais du coup... Non, c'est pas. Ici, tu reçois en plus de ton salaire. D'accord. Donc, tous les mois, tu touches ton salaire, que tu bosses ou que tu ne bosses pas. Okay. Et au mois de mai, tu reçois ce qu'ils appellent les congés payés. C'est l'équivalent d'à peu près encore un mois pour toi aller en vacances. Okay. Donc, globalement, sur un an, tu gagnes 15 mois à la banque. D'accord. Okay. Avec les primes, à peu près un mois de salaire sur l'année, ton 13e mois et tes congés payés, tu mets tout ça ensemble, tu bosses 12 mois et tu as 15 mois de salaire. 11 mois parce que tu as aussi un mois de vacances. Et du coup, cette routine-là, ça ne te convenait pas? Tu commençais à avoir des pensées... au début, ça te convient parce que, comme je t'ai dit, ton cerveau commence à s'atrophier. Tu es dans l'hypnose collective. C'est ça. Tu as tes collègues, tu en as ceux qui sont un peu... Bon, quand tu es le plus jeune, tu as ceux un peu plus âgés. Il dit, et alors, tu as les anciens. Je me rappelle de Camille, il avait juste un an de sa retraite. Lui, il comptait les jours qui lui restaient. Et là, à un moment, dans ma tête, je me dis, mais... À l'époque, je disais pas putain, mais... Je me dis, putain, est-ce que je vais finir comme lui? Et tu voyais le mec aigri, parce que bon, il était assez aigri. Tu voyais le mec un peu aigri là sur son bureau. C'était le sous-chef, il n'a jamais été chef en plus. Donc ça devait aussi le frustrer. Il était le sous-chef, mais c'est lui qui devait s'occuper des employés. Et c'est lui, si t'arrivais en retard, qui t'engueulait, qui te faisait tout le temps. Bon, tu vois, et le mec, il était un peu comme un adjudant ou un sergent à l'armée, tu vois. Et bon, je me dis, putain, est-ce que je vais finir comme Camille? Et puis là, dans ta tête, ça commence à tergiverser un peu, de temps en temps, parce que tu es hypnotisé, mais de temps en temps, tu sors un peu de l'hypnose. Tu commences à rêver, tu commences à avoir des objectifs. Bon, c'est pas vraiment, t'as pas d'objectif, pas vraiment rêver, mais tu te dis, mais merde, tu penses pas faire autre chose. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, mais tu sais pas quoi. Bon, tu te dis, voilà, c'est ça. Bon, et puis tu te dis, mais dans le fond, c'est mieux que de bosser avec mon père, donc ça va, tu te réconfortes un peu. Mais ça change pas.
ça change rien, je vais dire. Ok, super intéressant en tout cas Roger. Du coup en fait, ça m'amène moi un deuxième piège, en tout cas un deuxième stratagème justement de cette rat race. Moi j'appelle ça la balance émotionnelle. Ouais. C'est-à-dire que d'un côté, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche, on voit qu'on peut faire mieux que ce qu'on a actuellement. On commence à avoir des émotions qui se créent avec une rage, une envie de tout plaquer et d'y aller à fond, de faire quelque chose de complètement différent, démissionner et faire autre chose. Et de l'autre côté de la balance, on a un peu cette crainte, cette peur, quelque chose qui nous effraie, qui nous tétanise. Enfin, on n'ose pas, finalement, on n'ose pas bouger. Et en fait, les deux font que la balance s'équilibre et on reste là et on ne bouge pas, on ne fait rien. Ouais, ce que tu dis, je peux l'imaginer pour beaucoup de personnes. Mais pour être franc avec les personnes qui nous regardent, c'était pas mon cas. Okay. Moi, j'étais dans une espèce de zone de confort. Je gagnais de tous mes copains, c'était presque moi qui gagnais le plus. Ok, j'avais mes copains avec qui je jouais au foot, avec qui j'allais boire un verre, avec qui je jouais aux cartes. Je faisais plein d'activités, tu vois. Et bon, tu te laisses vivre. En plus, j'étais célibataire, je vivais chez mes parents, donc je ne vais pas me casser la tête, tu vois. Et ce qui m'a fait sortir de cette fameuse rat race, un jour, on m'a invité à aller voir une boîte de marketing de réseau à Bruxelles. Okay. Et j'ai été voir cette opportunité. Et là, ça... Et toi, pour te dire, on m'a montré cette opportunité. Et la raison pour laquelle j'ai accepté de signer et de rentrer dans cette société de marketing de réseau, eh bien, c'est parce que c'était mon mantra au gars qui était en train de me faire ce qu'ils appelaient l'interview. Donc, l'interview pour te faire rentrer. L'embauche. Ouais, c'est pas vraiment de l'embauche parce que tu payes pour rentrer, donc Okay. c'est pas vraiment de l'embauche et tu achètes encore du savon pour commencer ton business. Donc, c'est de convaincre de rentrer dans le truc. Et moi, je dis au gars, mais moi, je quitterai pas la banque. Tu vois, oui, mais vous tracassez pas, c'est à temps partiel, vous faites ça 1 heure ou 2 par jour, quand vous voulez, vous allez gagner l'équivalent 20-25% de votre salaire en plus. Et moi, ça m'allait très bien. Mais quand je suis rentré, il était hors de question pour moi de dire demain, bye bye et à la banque. La banque, c'était ma zone de confort. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré le 29 mars dans cette société et en juillet, je faisais 10 fois mon salaire. Alors là, ton cerveau, il change. Là. Surtout à l'âge, t'avais quel âge, 24. Et, et à ce moment-là, ton cerveau, il change complètement. Et là, tu te dis, mais putain, qu'est-ce que je fous à la banque? C'est ça le déclic qui t'a fait penser en autre chose du cadre. Sortir du cadre, sortir de la zone de confort, parce que tu te dis merde, là je suis à la banque pour gagner 30 000 balles de francs belges à l'époque, pour gagner 30 000 francs belges, et là l'autre côté j'en fais 300, donc tout le temps que je passe à la banque, je suis en train de perdre mon temps. C'est un manque à gagner. Voilà. Et alors là, ton cerveau qui a été bien entraîné par la banque à calculer, tu calcules différemment. La banque, le gouvernement, enfin tous les acteurs extérieurs. La famille, tout ça, c'est des acteurs où tout ça, ils te forment pour être dans le cadre. Ouais. Et à ce moment-là, tu prends la décision, et c'était encore toute une décision, parce que si tu veux, à l'époque, tu pouvais prendre ce qu'on appelle des congés sans solde. Okay. Prendre une année sabbatique, comme vous appelez ça en France. Une année sabbatique. Et parce que mes parents ne voulaient pas que je quitte la banque. Tu imagines, j'habitais chez mes parents et quittez jamais la banque, qu'on disait. Mon Dieu, pense à ta retraite, vous êtes bien là. Heureusement qu'on t'a pistonné. Et bon, ça y est, yes, sors pas de là, tu vois. Et, grand fou. Et puis, je demande un congé sans solde, une année sabbatique, et j'explique pourquoi. Et ça m'a été refusé. J'ai dit, si vous refusez, je pars. OK? Et bon, évidemment, je ne l'ai pas dit à mes parents, parce que sinon, ils auraient fait une crise de cœur, tu vois. Ils auraient fait un infarct sur le champ. J'aurais dit, oui, je l'ai eu, j'ai mon congé sans solde, c'est bon. Et là, ça change tout, tu vois. Là, c'est comme sauter en parachute. Et combien de temps ça t'a mûri l'idée, justement? Du coup, là, tu as eu le déclic en ayant... Direct. Non, ça c'est le genre de décision, j'en parle beaucoup dans les clés de l'abondance, c'est le genre de décision que tu prends comme ça. Si tu l'as mûri trop longtemps, c'est comme un fruit, s'il mûrit trop longtemps, il pourrit. Prends ce rendez-vous, à cette réunion,
C'est même pas une réunion, c'était une lettre que j'envoie à mon, ce qu'on appelle chez vous le ressources humaines. D'accord, ok. Ok. Tu te fais inviter, tac. Non, je suis même pas invité. Je travaille en agence, tu vois. On était à 2 à l'agence. J'envoie le truc par courrier interne à la banque, juste une lettre que tu mets à son attention et ça arrive par le courrier de la banque en interne, même pas par la poste. Ça arrive en interne. Et le lendemain, à 2h moins 5, je me souviens, et je dois ouvrir à 2h, parce que je suis tout seul à l'agence. À 2h moins 5, j'ai un coup de fil pour me ramener de nouveau sur le bon chemin. Il me dit, vous n'allez pas faire ça, vous vous rendez compte, etc. Je dis, non, je pars. Ok, bon, je vous laisse une semaine pour réfléchir, si vous voulez. Tu sais, le gars, très... Je dis, non, c'est tout réfléchi. Je lui dis, c'est pas la peine. Donc vraiment, aucune croyance, aucune peur. Sur le coup, non. Bon, ben, tu vois le pognon que tu gagnes, tu t'éclates. En plus, tu es en marketing de réseau. Peut-être que certains vous connaissez. Tu gagnes des coupes, tu gagnes des batchs. Je venais de gagner un voyage aux Seychelles. Alors, tu imagines, dans les années 80, les vacances, c'est aller Côte d'Azur, c'est déjà le bout du monde. Alors, imagine aller Seychelles et île Maurice. Je venais de gagner le voyage au mois de juillet, donc tu vois. Tu faisais déjà partie des top vendeurs, ou en tout cas, tu étais à une bonne place. Leadership, parce que bon, moi, j'ai jamais vendu dans marketing de réseau, c'était surtout recrutement, la construction d'équipe et stimulation d'équipe. J'avais déjà cette fibre de stimuler les groupes, c'était inné. Pour ceux qui ne connaissent pas le marketing du réseau, il y a 2 parties. Une partie management où on va chercher et recruter des équipes et du coup on est payé un peu à la commission des équipes qu'on gère et qu'eux ils vont vendre. Donc ça c'est la deuxième partie, il y a une partie vente dans le produit. Tu n'as même pas parlé du produit que tu commercialisais à l'époque. C'était du savon. Pour parler plus simple, soit tu es grossiste et tu as des équipes à qui tu vas gagner sur la marge de grossiste. Et tu as les distributeurs, voilà, qui eux distribuent. Du coup, au final, tout s'est passé en un claquement de doigts, en un déclic. Où finalement, maintenant, avec le recul, tu te dis que c'était pas quelque chose d'insurmontable. Si tu aurais eu la connaissance que tu pouvais faire ça dès le début, est-ce que tu serais passé par la case banque ou alors directement tu te dis tiens, je me lance et je prends un raccourci en fait? Franchement, non. Franchement, je pense que tout est arrivé au bon moment, grâce à Dieu. Tout est arrivé au bon moment et c'était bien. J'ai adoré mon passage à la banque parce que c'était, pour moi, il y a des gens ils quittent leur boulot en étant tout contents parce qu'ils étaient frustrés dans le boulot. Moi, c'était vraiment pas mon cas. En plus, je m'entendais super bien avec les autres collègues. Bon, le seul truc, c'est qu'à un moment, quand tu vois que tu vas te tirer cette vie pendant encore plus de 40 ans, tu te dis putain. Encore 40 ans à l'époque, maintenant ceux qui démarrent là dans la vie active, c'est plus 45 ans, 50 ans. Ouais, mais bon, moi j'avais déjà 5 ans d'ancienneté, c'est ça que je te dis, 45. Ouais. J'avais déjà tiré 5 ans, 6 ans même. Nous, par exemple, on a beaucoup de coachés qui nous appellent et ils nous disent, je sais que toi tu as 2 enfants, Roger, et ils nous disent, j'ai super envie de me lancer, j'ai super envie de plaquer, mais derrière, moi j'ai ma sécurité de l'emploi, là j'ai 2 enfants à charge. Et derrière, je dois gérer à la fois mes enfants, à la fois mon job. Le week-end, je dois me reposer parce que je suis fatigué, etc. Si tu es fatigué, il faut peut-être s'arranger pour ne pas être fatigué. Hein. Il y a des stratégies pour ne pas être fatigué. Quel conseil tu pourrais lui donner à cette personne qui nous regarde justement? D'abord, c'est quoi la sécurité de l'emploi? Ça, j'ai appris ça. Et c'est vrai que dans les années 80, mais je suppose que les gens qui nous regardent, la majorité, ils sont plutôt des années 90, voire 2000. Nous, sur notre chaîne, c'est de l'ordre de 25-40 ans. Ouais, voilà. Donc, c'est on va dire, 80. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 80, tu avais une pseudo-sécurité de l'emploi, même encore dans les années 90. Je crois que maintenant, on a changé de siècle. L'approche a changé. La sécurité d'emploi, est-ce qu'elle existe encore? Moi, je me souviens de collègues que j'avais à la banque, et j'en ai certains que je connais qui n'ont pas eu le loisir d'aller jusqu'au bout. Il y a eu des charrettes, parce que la banque dans laquelle j'étais, elle a fusionné une fois avec une autre banque belge. Puis maintenant... Une charrette, c'est dehors.
Ouais, voilà, une charrette, ouais. C'est comme du temps de Robespierre, tu vois, les charrettes, là, on leur coupe la tête. OK? Et ensuite, j'en connais, avec les différentes fusions. Maintenant, la banque où j'étais a été reprise par la BNP. Je te dis pas le nombre de personnes qui se sont fait licencier. Encore de plus en plus maintenant, tu vois? Donc, où est la sécurité? La sécurité, et encore, je ne sais même pas si tu es flic ou tu es fonctionnaire, tu l'as peut-être un peu plus, et encore, tu vois, mais elle est où la sécurité? Pour moi, la sécurité, elle est en toi. Et c'est mon discours, c'est ce que j'apporte à travers mes formations, c'est que c'est toi qui crées ta propre sécurité. Et ne compte pas sur l'État ou sur quelqu'un d'autre pour assurer ta sécurité. Ouais. Et après, on a aussi le deuxième cas de figure, c'est la personne qui va douter. Peut-être toi qui nous regardes, tu traverses aussi ces moments de doute. Elle dit, voilà, toujours envie de se lancer, mais de l'autre côté, elle se dit, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que si vraiment je démissionne et que je me mets à fond, est-ce que je vais y arriver? Ils n'ont pas forcément une confiance en eux à 100%. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil à ces personnes-là? D'abord, deux choses. Premier point, qu'est-ce qui t'empêche de démarrer ton business comme moi j'ai fait à temps partiel? Ça, en parallèle. En parallèle, ok? Je crois qu'il n'y a rien qui t'empêche. Et ça va te donner à toi plus de certitude. Mais un deuxième point, je dirais plus psychologique, projette-toi dans 5 ans, dans 10 ans. Comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que tu dois continuer? C'est une très bonne question. Le petit train-train que tu es en train de faire, et même comme tu as une clientèle, tu as des aficionados, on va dire, jeunes. Moi, c'est ce que j'ai fait dernièrement dans une formation avec des gens que je forme au coaching. Une vision à 20 ans. Comment tu te vois dans 20 ans? Pour beaucoup, c'est un fameux stretch mental, tu vois. Ben, je vous invite à le faire. Prends ton âge d'aujourd'hui, tu tapes 20 ans plus, et tu te dis en 2000, on est en 2021, en 2041 où je serai. Et c'est cette vision qui va être ton moteur. Parce qu'un peuple sans vision est un peuple qui périt. C'est pas moi qui le dis, c'est dans les textes sacrés. Un peuple sans vision est un peuple qui périt. Si tu veux avancer dans la vie, c'est important d'avoir une vision. C'est ce que d'ailleurs, c'est le premier chapitre de mon programme des clés de l'abondance, c'est créer justement une vision. Si tu n'as pas de vision, ben, tu vis au jour le jour, comme malheureusement beaucoup de gens. Tu vis pour payer tes factures, tu te dis ben, j'espère que j'aurai assez d'argent pour payer mon loyer, pour payer le crédit de la maison, si c'est un crédit, payer tous les factures qu'il y a, l'école des enfants, etc., etc. Mais est-ce que c'est ça que tu veux faire pendant 20 ans? Ou tu veux plutôt construire du capital? Construire ton futur. Et si tu as des enfants, je pense que c'est ta responsabilité de le faire. Super puissant en tout cas, Roger. Merci pour ça. Si voilà, tu as 30 ans, 40 ans, 20 ans, fais l'exercice de Roger, projette-toi 20 ans en avant et pose-toi vraiment la question, comment tu te vois dans 20 ans? Quelle sera la vision que tu veux avoir? Quel capital tu veux laisser à tes enfants? Juste pour ajouter à l'exercice, ouais. Simplement tu fermes les yeux, tu te mets dans un fauteuil. Ici, nous, on a des fauteuils très sympas. Tu te mets dans un fauteuil sympa, ou tu te mets au bord de la mer, au soleil, ou tu te mets dans un endroit, si tu es plus nature, dans la forêt ou dans la campagne, pose-toi sur un banc, pose-toi quelque part, ou même si tu as envie, allonge-toi dans l'herbe, ferme les yeux et imagine-toi 2041. Waouh! 2041. Où je suis, qu'est-ce que je fais? Et tu t'imagines dedans, un peu comme si tu étais le metteur en scène de ta vie. Et tu imagines ta vie dans 20 ans. Tu te regardes à la troisième personne. Voilà, tu te regardes un peu dissocié, comme tu dis, à la troisième personne. Tu te regardes un peu dissocié. Je t'invite à avoir un petit carnet avec toi, avec un crayon, et tu commences à l'écrire après. Mais d'abord, tu le vois. Et une fois ce que tu as vu, tu prends la peine de l'écrire, tu mets une date, et je t'invite à retravailler ce texte régulièrement, ce qui va changer. Ce que tu vas écrire aujourd'hui sera peut-être différent dans 3 mois, dans 6 mois. Mais ce qui est important, c'est d'avoir pris, j'aime pas le mot la peine, parce que c'est pas une peine, c'est un plaisir, d'avoir pris le plaisir de le faire et après de voir l'évolution.
Je dis, c'est comme construire une maison. Je reviens au début de ma carrière dans le bâtiment, tu vois. Quand tu construis une maison, je m'appelle mon père, qui n'a pas fait il n'a pas fait d'études, il a arrêté l'école à 14 ans. C'était l'âge maximum à l'époque. Eh bien, bon, lui, il aimait prendre un bout de papier et dessiner les transformations qu'il allait faire à la maison, etc. Mais ce que tu es en train de créer comme ça, quand tu veux construire une maison, c'est une esquisse. Mais ça ne sera pas ça, le final. Mais si le final existe un jour, c'est parce qu'au départ, il y a eu ce premier jet. Et là, ta vision, c'est le même. Ce que tu vas imaginer, pour qu'un jour il existe, il faut d'abord créer le premier jet. Et si tu ne crées pas le premier jet, il n'y aura jamais le résultat final. C'est ça. Nous, ce qu'on propose aussi, un exercice un peu similaire, mais sous forme d'objectif, où tous les ans, nous, ce qu'on fait avec Laura, tous les ans, on pose sur papier tous les objectifs sur l'année qu'on veut accomplir, plus des objectifs un peu plus lointains. Et tous les ans, voilà, c'est un plaisir de voir les objectifs qu'on a notés il y a un an et les objectifs qu'on a accomplis et les objectifs qui restent encore à atteindre. Voilà, et, tous les ans, voilà, on réévalue ça et on remonte l'échelon en fait. C'est ça être un entrepreneur, parce que bon, dans ce que tu proposes, c'est ça, c'est devenir un entrepreneur. Même si tu commences entrepreneur, on va dire à temps partiel, chez Succès, je suis commencé comme ça. J'étais à la banque et en même temps, j'étais entrepreneur à temps partiel. Et après, le temps partiel, tu l'élimines et tu deviens entrepreneur full-time. Exactement. Ok, donc si je résume bien, en fait, on a déjà parlé où finalement, tu as commencé ta vie professionnelle un peu comme tout le monde, avec un métier forcément qui te plaisait pas forcément. Ensuite, tu es rentré plus dans la case, dans une banque, un métier bureautique. Et après, par chance, ou en tout cas c'est toi qui l'as provoqué, tu es parti sur le MLM, donc le marketing de réseau, où là, tu as pu voir un autre chemin, où tu as pu voir que tu pouvais générer forcément plus d'argent qu'en restant 45 ans à la banque. Du coup, tu te dis, tiens, pourquoi pas ici gagner de l'argent, investir en parallèle, et puis ma retraite, je pourrais faire autrement. Et après, peut-être que j'aurai plus de choix, plus de liberté et décider ce que je veux faire exactement. Moi, j'aimerais bien maintenant qu'on parle un peu d'une autre action, c'est la persévérance. Je sais qu'actuellement, tu travailles avec Tony Robbins. À quel moment de ta vie tu t'es dit, tiens, il faut que je travaille avec les plus grands de ce monde, avec Tony Robbins? Ça a été, encore une fois, je te dis, les choses sont bien faites. Quand c'est le bon moment, les choses arrivent. En 94, je me rends compte que ma vie n'allait pas vraiment comme je voulais. Okay. Comme tu disais tout à l'heure, on a des hauts et on a des bas. Ça. Et c'est là que je suis en train de lire le deuxième bouquin de Tony Robbins, L'éveil de la puissance intérieure. Et il parle de la marche sur le feu, etc. Et à l'époque, j'avais fait pas mal de séminaires en Belgique, en France. Bon, c'est vrai que tu avais un coup de boost pendant quelques jours, une semaine, un mois au mieux. Et après, boum, tu revenais dans ton train-train, dans tes habitudes et dans le même, souvent dans les mêmes schémas qui étaient pas successful, qui étaient pas gagnants. Et c'est là que je me dis, je vais peut-être tester avec un Américain, ce sera peut-être mieux qu'avec les Européens. Et donc, je me suis débrouillé pour aller faire le premier séminaire Tony en 94 à Londres. Et ça a complètement changé ma vie. C'est là que j'ai eu un peu ce flash de me dire, OK, j'ai envie de se bosser avec ce gars-là. Et encore une fois, les choses arrivent au bon moment parce que ça m'a pris 1 an, quand tu parles de persévérance, à écrire. À l'époque, tu n'as pas Internet, tu n'as pas les websites, tu n'as pas tout ce qu'on a maintenant. À l'époque, c'est juste le fax. Juste le fax. En 94, c'est juste le fax. Tu écris, tu tapes ton fax, boum, et tu l'envoies. Tu ne sais même pas si l'autre, s'il l'a reçu, ou s'il le prend, ou s'il va la... Bon, c'est même pas lui, ou si ça va à la poubelle. Et pendant 1 an, au début, tu envoies les fax, tu n'as pas de nouvelles, tu dis putain, ça ne marche pas. Et puis, bon, c'est pas grave, je remets une couche. Et tu renvoies, et tu renvoies, et tu renvoies. Et un jour, je reçois un coup de fil d'un Anglais qui me dit, ah, mais tu veux travailler avec Tony Robbins? Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Tu t'attends à tout sauf à ça.
Et je dis oui, bon, et puis c'est comme ça que, je vais pas te raconter toute l'histoire, mais bon, c'est comme ça que ça a démarré. Et tu vois, comme je te dis, les choses arrivent au bon moment. À chaque étape de ta vie, bah, tu t'es remis en question. Voilà, au départ, tu t'es pas forcément, tu t'es vu dans un cadre, mais tu t'es sorti du cadre. Tu as trouvé une méthode pour gagner un peu mieux ta vie, mais au finalement, bah, c'était pas forcément ça qui te plaisait, bah, de passion ou de quelque chose vraiment. Si, ça me plaisait bien, mais bon, à un moment, la boîte, et c'est souvent le cas avec 95% des boîtes de marketing de réseau, elles se plantent. D'accord. Et bon, et tous ceux qui sont là, Ils coulent avec. Tout le monde est sur le bateau et accroche-toi au bastingage, tu vois. Ça marche. Donc là, tu t'inscris à plusieurs séminaires, mais du coup, tu es de l'autre côté du séminaire, donc toi, tu es dans le public. Et donc, tu vois, qu'est-ce que ça fait, quel sentiment bah, tu ressens en voyant bah, des conférenciers, des speakers sur l'estrade. Est-ce que tu te dis, tiens, dans 5 ans, je suis à leur place? Oui et non, parce qu'en marketing, c'est déjà en marketing de réseau, j'ai appris à être speaker. Tu animais déjà des. J'animais, mais bon, il y avait du développement personnel, basé beaucoup sur Dale Carnegie, sur Napoleon Hill à l'époque. Et c'était surtout de la motivation à vendre le produit et à recruter. Ouais. Donc c'était pas vraiment. Réfléchissez à devenir riche, c'est ça? Voilà, et ça c'était surtout basé sur ce développement d'entreprise. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant, où c'est pour tout le monde. Toute personne qui veut prendre sa vie en main. Vraiment l'humain. Voilà. Ok. Bah, super intéressant ce que tu dis, Roger. Moi, ce que je vois beaucoup maintenant, c'est sur Instagram, sur le marketing Lamborghini, moi j'appelle ça. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes, ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc ça, pour moi, c'est une très bonne chose parce que lancez-vous dans l'entrepreneuriat et forcément, vous allez, si c'est en termes d'argent qu'on parle, vous allez gagner plus d'argent que dans le domaine du salariat. Vous allez être plus épanoui aussi parce que vous allez pouvoir décider ce que vous voulez faire, quand le faire et où le faire. Donc ça, c'est vraiment une bonne idée. Mais après, ce que je vois, moi, ce que je ressens, je ne sais pas si tu as le même ressenti que moi, mais c'est qu'ils voient beaucoup le résultat, mais ils en oublient en fait le chemin. Ils en oublient qu'il faut peut-être travailler 1 an, 2 ans, 3 ans à fond pour peut-être en arriver là. Au départ, se permettre de se payer moins et de réinvestir l'argent, tout le bénéfice qu'on génère, en tout cas réinvestir une partie dans notre activité pour être en croissance et ensuite vraiment se mettre à l'abri une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que tu leur diras à ces jeunes? Moi, ce que je vais te dire, c'est d'abord, c'est ce que moi j'ai appris en marketing de réseau, c'est d'abord investir en soi-même. Parce que ça, je me souviens toujours, important. Moïse, mon premier mentor à l'époque, me disait toujours, si tu es médecin, tu as appris la médecine, ça t'a coûté 7, 8, 9, je ne sais plus maintenant combien, à l'époque c'était 7 ans, mais tu es médecin, tu peux aller travailler partout sur la planète, ce que tu as appris, c'est à toi, c'est ton savoir-faire. Tes compétences. Tes compétences. Et donc la première chose qu'il me dit, c'est d'abord, apprends toi-même à être quelqu'un. Et là, il y avait une phrase d'un autre mentor que j'avais à l'époque, qui venait souvent faire des formations. Bill, il disait, il était flamand, avec son accent du nord de la Belgique, avant de faire quelque chose, te faut d'abord être quelqu'un. Et c'est vrai que c'est une phrase qui peut paraître un peu bizarre, mais je trouve qu'elle est très très puissante. Avant de faire quelque chose, ça veut dire, avant d'être un entrepreneur, avant même d'être un chanteur, de faire une carrière dans quoi que ce soit, eh bien, il faut d'abord que tu aies la personnalité. Et tu ne peux pas réussir dans le business, et ça c'est le message, parce que j'imagine que toutes les personnes qui suivent cette vidéo ont peut-être déjà créé un business, ont l'idée d'en créer un. Eh bien, si tu veux créer un business qui est successful, pour reprendre le terme de Jean-Claude, pour un succès, si tu veux être successful en business, il faut d'abord que tu te crées la personnalité d'un entrepreneur à succès. Ça, c'est la clé. Si tu as une pauvre image de toi, si tu as une pauvre identité, eh bien, tu auras des pauvres résultats. Super intéressant et super impactant ce que tu dis là, Roger. Et justement, en reprenant le terme d'un mentor, je sais que toi, le mentorat, c'était une étape décisive dans ta vie. Est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous regardent aujourd'hui à se faire mentorer justement pour peut-être accroître ou en tout cas apprendre les compétences dans le domaine où ils veulent vraiment se lancer ou s'épanouir? Pour moi, c'est primordial. Comme dit mon ami Tony Robbins, everybody need a coach.
Tout le monde a besoin d'un coach. Mais choose well. Après ça, choisis bien. Choisis bien dans le sens que quand tu prends un mentor, quand tu prends un coach, prends quelqu'un qui a eu des résultats dans ton domaine. Les résultats que tu veux avoir. Voilà. Tu ne pourras, moi j'ai une phrase, et ça c'est de Tony qui l'a dit souvent, tu ne pourras jamais gagner plus que ce que ton coach est capable de faire, de gagner. Okay. Parce que comment veux-tu expliquer à quelqu'un de gagner 100 000 par an, 500 000 par an, 1 million, etc., si toi, tu n'es pas capable de les gagner en tant que coach? C'est ça. Parce que qu'est-ce que tu vas apprendre? Si tu as un mentor qui tire le jab par la queue, tu vas apprendre à tes coachés comment ils vont faire pour négocier avec la banque, pour ne pas payer le loyer, ou pour reporter le crédit, ou un truc comme ça. C'est ce qu'il va t'apprendre. Mais il ne va pas t'apprendre à comment tu vas créer l'abondance, comment tu vas créer la croissance, comment tu vas créer l'expansion. Donc, c'est important de choisir quelqu'un qui a déjà fait le chemin avant toi. La métaphore que j'adore, c'est si tu veux monter le Mont Blanc, il vaut mieux faire ça avec un guide qui l'a monté des centaines de fois que de faire avec quelqu'un qui l'a peut-être fait une fois. Parce zéro. Ou pire, zéro. Ou ça c'est encore pire. C'est ce qu'on peut voir. Ça marche. Super impactant. Tu me parles d'abondance. On a parlé beaucoup d'entrepreneuriat jusque-là. Moi, l'abondance, je trouve que c'est peut-être un terme, surtout en France, qui est quelque chose de mal compris. On entend souvent parler d'abondance financière, mais je sais que moi, à travers tes vidéos, tu parles aussi d'abondance émotionnelle, d'abondance spirituelle ou rationnelle. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ou donner ta définition propre de l'abondance? Moi je te dirais l'abondance est dans tous les domaines de ta vie. Avoir l'abondance dans ton couple, te sentir bien, avec ta famille si tu as des enfants, avoir l'abondance, être dans l'abondance avec... C'est un état d'esprit l'abondance. Et c'est toujours la même connerie que les gens mettent des stéréotypes. Abondance égale pognon. Et comme pour beaucoup de gens, l'argent est un tabou, boum, ça y est, tout le cerveau se ferme. Ok? Pour moi, l'abondance financière, ça va être le résultat d'un travail bien fait, d'une bonne attitude. Et je reviens sur ma phrase de tout à l'heure. Avant de faire quelque chose, sois d'abord quelqu'un. C'est ta personnalité qui va déclencher l'abondance. C'est la vibration que tu émets, qu'elle soit émotionnelle avec les gens que tu rencontres, spirituelle, qu'elle soit toi au niveau santé. C'est l'énergie que tu as qui va créer l'abondance financière. Ce n'est qu'une résultante. Mais malheureusement, les gens, ils ne voient que la résultante parce que, ils sont frustrés parce qu'ils ne l'ont pas. Alors, le meilleur moyen de justifier la raison pour laquelle ils sont en situation de médiocrité, c'est de critiquer ceux qui ont passé le cap. Les fameux haters. Nous, avec Laura, ce qu'on aime bien dire, notre définition en tout cas de l'abondance, c'est en fait tout simplement c'est d'avoir 20 sur 20 dans tous les domaines de la vie, en tout cas les domaines qui nous importent. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. C'est une très bonne définition. Congratulations. Merci. Tout à l'heure, tu nous parlais de ton programme. Est-ce que tu parles d'abondance? Je sais que le programme, il s'appelle Les Clés de l'Abondance. À qui ça s'adresse exactement et qu'est-ce qu'on peut y découvrir en ce programme-là? Les Clés de l'Abondance, c'est un programme qui est en fait maintenant les 10 ans. Bravo, qui a créé de très très nombreux millionnaires. Même des personnes qui ont démarré et qui ont peut-être simplement... moi, j'ai des personnes qui m'envoient parfois des emails en me disant « Ah, tu sais, Roger, pendant toute ma vie, j'ai toujours vécu en rouge à la banque. Et là, je suis toute contente, j'ai enfin mis 1 000 € de côté. » Pour te donner le grand écart. Et me dire, tu sais, parce que maintenant j'ai 1 000 € sur mon compte, sur un compte d'épargne, je les invite justement à épargner. Si tu n'épargnes pas, tu seras toujours fauché. Je les invite à épargner. Eh bien, ça change tout l'état d'esprit. Pour moi, c'est un programme sur 12 mois où je touche tous les domaines de la vie. Que ça soit évidemment, je sais que c'est ça qui attire le plus les gens, les finances, les relations amoureuses, la gestion du temps. Il y a un mois sur la spiritualité, la relation avec les autres, la confiance en soi, ça c'est le premier mois.
Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas confiance en toi. Que ce soit n'importe quel type de business. Première chose que tu fais, c'est que tu lèves ses peurs, ses craintes. Voilà. Première chose, c'est d'abord une vision. Ça, c'est même un parlait mois tout à l'heure. cadeau. Avoir une vision. Une fois que tu as la vision, la confiance en toi, une certitude absolue. Je parle de la santé, c'est le mois numéro 5 sur lequel, tantôt tu me disais, ah ouais, on doit rester le samedi, le dimanche pour se reposer. Non, si tu fais attention à toi, si tu fais du sport régulièrement, si tu prends des bons compléments alimentaires, si tu as une hygiène de vie, l'énergie, tu l'as, tu n'as pas besoin de passer ton week-end à te reposer. Si tu deviens libre, tous les jours, ça devient dimanche. Exactement. Tout cas, tu fais tous les jours de la semaine, tu fais ce que tu as envie de faire, où tu as envie de le faire et ce que tu as envie de faire. C'est toi qui décides de ton planning. C'est ça. Super, en tout cas, merci Avec Roger. plaisir. Merci pour cette interview, puis merci de nous avoir invités dans ton studio ici à Marbella. Si tu t'es reconnu dans ce témoignage aujourd'hui, si tu as vu des parallèles avec ton parcours, si tu as vu des barrières limitantes ou alors des moments que tu ressens les mêmes doutes actuellement, moi ce que je t'invite, c'est de t'abonner à la chaîne de Roger. Tu vas voir, c'est une mine d'or d'informations pour tous ceux qui veulent se lancer. On a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, mais avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut être ouvert. Et si tu n'es pas ouvert, tu trouveras toutes les ressources disponibles vraiment pour franchir et pour passer ces étapes et avoir ce fameux déclic qu'on a parlé lors de cette vidéo. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas, on mettra un lien juste en dessous de la vidéo pour rejoindre le programme Les Clés Abondance de Roger. Tu verras, Roger, c'est vraiment une personne en or. Roger il va vraiment trouver les mots nécessaires pour te donner l'impulsion justement de franchir ce pas, de franchir la dernière étape. Tu vas voir, c'est vraiment une fine étape, une étape qui est vraiment pas insurmontable comme on l'a expliqué lors de cette vidéo. Et tu trouveras enfin le déclic pour t'améliorer dans tous les domaines de ta vie. Écoute Roger, encore merci. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter avant qu'on passe à la petite coutume de fin de vidéo. Je ne connais pas la coutume, mais je vais la découvrir. Moi, je dirais juste s'il y a 2 mots que je vous invite à avoir, c'est en 6 lettres, c'est de croire. Croire en toi, croire en ce que tu fais et avoir la foi. La foi déplace les montagnes. Et à partir du moment où tu crois, c'est là où tu vois les miracles. Et tu peux faire des miracles dans ta vie à la condition que tu y crois. Believe in you. Believe in yourself. Super. Écoute, la petite coutume, en fait, c'est avec Laura, on a pour coutume de finir toutes nos vidéos par un « et toi, et si tu te lançais » ou là-bas. Et toi, et si tu te lançais? Et du coup, comme c'est une petite interview, on va te faire travailler, je vais te faire travailler aussi aujourd'hui, Roger. Okay. Du coup, je vais te demander de conclure cette vidéo. Tu vas pouvoir nous faire ton propre et toi, si tu te lançais, un gentil, un sincère, un sévère, un authentique, un impactant, celui-là que tu veux. T'es prêt, Roger? C'est à toi. Et toi, crois en ce que tu fais. Vas-y, fonce. Les seules limites, c'est celles que tu te mets dans la tête. Super, merci Roger. Avec plaisir.